Alors, nous avons le grand honneur de recevoir Madame Sylviane Agacinski, qui, comme vous le savez, est une philosophe, qui a écrit beaucoup de livres, a beaucoup œuvré pour faire évoluer la pensée, tout simplement pour penser sur ces questions qui nous occupent et bien d'autres. Donc vous nous faites beaucoup d'honneur d'être venu au Sénat. Il y a des collègues qui n'ont pas pu venir, notamment pour la raison que j'ai expliquée, d'autres encore, puisque la maison travaille beaucoup. Hein. Et donc, si vous en étiez d'accord, vous pourriez nous faire un exposé introductif pendant un quart d'heure, 20 minutes, comme vous le souhaitez. Et puis, nos deux rapporteurs d'abord et nos collègues pourraient ensuite s'exprimer. Donc, je vous donne la parole tout de suite. Merci. Je vous remercie d'avoir souhaité m'entendre. Et c'est moi, naturellement, qui me sens honorée de venir ici. Plutôt, me semble-t-il, que l'inverse. J'ai pas voulu me dérober à cette invitation, bien que, si l'on peut dire, les dés sont jetés. Et il me semble qu'il est sans doute tard, trop tard, pour remettre en question le projet gouvernemental tel qu'il est. Pour ma part, donc, je me contenterai d'expliquer ma position, ma réflexion, les questions que je me suis posées et qui concernaient la séparation entre le mariage et l'adoption, et à plus forte raison les procréations assistées. Et même, je vais m'en tenir à quelques aspects des questions qui me viennent à l'esprit, sans pouvoir d'ailleurs déboucher, si je puis dire, sur des propositions juridiques concrètes. J'en serais bien incapable. Donc, je voulais juste soulever quelques questions sur un problème qui est tout de même extrêmement complexe et qui invite de plus en plus à l'humilité, dont j'ai parfois manqué. La fonction traditionnelle du mariage étant de construire la filiation sur la procréation, il ne pouvait jadis concerner que les couples hommes-femmes. La logique de l'institution n'était donc pas, a priori, adaptée aux couples de même sexe. Mais le principe du mariage entre personnes de même sexe s'est imposé, et sans doute pour de bonnes raisons. Dans l'avenir, le mariage entre deux personnes, quel que soit leur sexe, contribuera à une pleine reconnaissance sociale de l'homosexualité. Il répondra à la volonté d'un engagement affectif et institutionnel entre deux personnes, y compris du même sexe bien sûr, mais tout ceci ne nous empêche pas de réfléchir sur les règles générales qui président, d'autre part, à l'établissement de la filiation et donc sur le principe de l'homoparentalité. Notamment pour savoir, c'est une des questions que je me pose, si l'homoparentalité permet d'appliquer les mêmes règles à tous les enfants. En effet, le mariage pour tous changera profondément l'ancienne institution. Jusqu'ici, donc, unissant un homme et une femme en âge de procréer, le mariage entraînait, on l'a beaucoup répété depuis le doyen Carbonnier, le principe de la présomption de paternité, qui n'a pas d'équivalent féminin. Ce principe est encore valide dans le cadre du mariage entre hommes et femmes, et il n'aurait évidemment pas de sens dans le cadre d'un mariage entre personnes de même sexe, puisqu'il ne peut pas s'appliquer tel quel à l'épouse d'une femme ou à l'époux d'un homme. Comme il est difficile de faire disparaître du mariage, en général, si on peut dire maintenant, la présomption de paternité, ce qui serait en plus assez mal compris ou reçu par une grande partie de nos concitoyens, il faudra préciser que ce principe de présomption de paternité ne s'applique qu'aux époux de sexe différents. Mais dans ce cas, ou bien on crée une distinction entre les effets du mariage, selon qu'il est bisexué ou homosexué, et alors on a affaire à deux types de mariage, ou bien on applique l'idée peu sensée de présomption de parenté,
bien que cette idée ait été évoquée et soutenue, à l'épouse d'une femme et à l'époux d'un homme. Comme si, en quelque sorte, le lien matrimonial fondait la filiation, mais un peu comme par magie, alors que, précisément, la filiation ne dépend plus dans la pratique essentiellement du mariage. De fait, il n'y a plus de lien actuellement nécessaire entre mariage et filiation légitime. C'est un lien possible, mais ce n'est pas un lien nécessaire. Les relations conjugales et les relations parentales sont d'ores et déjà séparables. La moitié des jeunes couples ont maintenant des enfants sans être mariés. Il n'y a plus de différence de droit entre les enfants dits jadis légitimes, nés dans le mariage, et les enfants dits naturels, nés hors mariage. Il n'est plus interdit d'entreprendre une recherche en paternité, même à l'égard d'un homme marié. Et finalement, les enfants ont tous les mêmes droits héréditaires. De plus, c'est évident, mais le divorce ne change rien, même s'il est fréquent, le divorce ne change rien au lien de filiation établi. Les droits de l'enfant tiennent donc, ou d'un enfant, tiennent donc à l'établissement de sa filiation civile, c'est-à-dire son rattachement à chacun des parents qui l'ont conçu et ou reconnu ou adopté, que ses parents soient mariés ou non. C'est ce qui me fait penser que et je ne suis pas la seule, que la colonne vertébrale de la famille est ainsi essentiellement la filiation, tandis que le mariage des parents, aussi important soit-il pour certains, devient en quelque sorte accessoire. Le couple marié, pacsé ou vivant en union libre ou en concubinage peut toujours se défaire, alors que les relations filiales sont en principe irrévocables. Et justement, leur force et la sécurité juridique qu'ils donnent aux enfants tiennent à leur permanence indépendante des fluctuations sentimentales de leurs ascendants et des liens matrimoniaux éventuels qu'ils ont entre eux. Cette sécurité des enfants qui tient à leur filiation ne dépend donc fort heureusement pas de l'amour ni de la sexualité, elle-même éventuellement variable, de ses parents. Dans ce contexte, la structure familiale repose donc en tout premier lieu sur la filiation, avec la possibilité d'ajouter aux parents un beau-parent dans une famille dite recomposée, avec éventuellement délégation partielle de l'autorité parentale, comme cela peut se voir dans n'importe quelle famille recomposée. Dans la mesure où les couples ne sont pas toujours stables, quel que soit ce qui les compose, on peut se demander, c'est une parenthèse, s'il est vraiment dans l'intérêt de l'enfant d'assimiler, par exemple par l'adoption, le beau-parent à un parent. Car il n'est pas certain qu'un beau-parent, s'il se sépare de son conjoint, garde exactement ou forcément le même lien avec l'enfant du conjoint, qui, lui, est le parent naturel de l'enfant. C'est une simple question. Dans ce contexte, il convient d'interroger les règles de la filiation, d'une part pour savoir sur quoi elles reposent, et d'autre part pour apprécier les effets possibles d'une filiation établie relativement à deux parents de même sexe, par exemple à partir de l'adoption. Alors, il me semble, bien que vous vous en apercevez, je ne suis pas juriste et que je m'intéresse juste aux principes qui président, voire à la cohérence des lois, il me semble que la filiation n'est pas une forme vide. Elle se réfère à la réalité du rapport entre les générations, qui elle-même repose sur la génération ou la procréation bisexuée. La filiation symbolise et représente l'interdépendance des sexes dans cette transmission, dans ce passage de génération en génération. En général, l'établissement de la filiation dans notre droit, dans notre histoire, repose principalement sur la responsabilité de ses auteurs, sauf à l'époque du mariage où il excluait la responsabilité pour les enfants illégitimes. C'est pourquoi, appuyé sur cette notion de responsabilité des auteurs de l'enfant, la filiation ne se fait pas de façon symétrique, mais différenciée, un côté maternel et un côté paternel, et selon des règles différentes. L'accouchement pour la mère, et pour le père,
la reconnaissance, le mariage ou l'adoption. Bien sûr, une mère peut aussi être une mère adoptive, mais là je parle des règles fondamentales de la filiation naturelle. Je voudrais souligner que la paternité n'est pas et n'est jamais l'équivalent masculin de la maternité. J'ai bien dit oui, la paternité n'est jamais l'équivalent masculin de la maternité et inversement. Cette dissymétrie des deux côtés possibles, sinon toujours réels, de la parenté a été gardée jusqu'ici dans les procédures d'adoption, sauf adoption par un ou une célibataire. Il faudrait y revenir. Jusqu'à présent, donc, le modèle bisexué de la filiation était resté en vigueur, appuyé sur la procréation et même reposant sur elle. C'est ce que signifie l'acte de naissance. Comme son nom l'indique, cet acte inscrit à l'état civil, dans les 3 jours, un enfant qui vient de naître. La mère est celle qui en a accouché, alors que le père est celui qui le reconnaît, si c'est hors du mariage, ou bien qui est l'époux de la mère. On dit bien que l'enfant est né de ses parents. Autrement dit, la filiation civile prend bien principalement appui sur la procréation factuelle. Elle l'enregistre, elle lui donne un cadre légal assorti d'obligations, de devoirs pour les parents et de droits. Et cet appui de la filiation sur la procréation repose sur le principe de responsabilité des auteurs d'un enfant, ce qui me fait songer d'ailleurs à ce que dit Hans Jonas, le philosophe, dans le principe responsabilité, et il voit la responsabilité des auteurs d'un enfant à l'égard de leur progéniture comme une responsabilité qui a évidemment plein d'exceptions, mais qui est universelle dans son principe et qui est peut-être, selon lui, l'archétype de la responsabilité, l'archétype être auteur de. Et d'où actuellement, d'ailleurs, la notion de recherche, par exemple, en paternité. Et c'est un certain paradoxe qui mérite d'être relevé que de voir que dans les sociétés modernes où on pratique la procréation médicalement assistée, on a créé de toutes pièces, à travers la notion de le rôle des donneurs anonymes, on a créé de toutes pièces une irresponsabilité des géniteurs, des enfants, puisqu'ils ne sont pas simplement des donneurs de substances comme les donneurs de sang auxquels on les a comparés à l'origine, mais effectivement, ils donnent la vie, ils contribuent à donner la vie. Pour revenir à l'adoption, c'est une procédure seconde, donc qui dépend d'un jugement, et les parents adoptifs suppléent d'une certaine manière les parents manquants, soit en remplaçant toute autre filiation dans l'adoption plénière ou en pouvant éventuellement s'ajouter à une filiation antérieure dans l'adoption simple. C'est pourquoi, sans doute, dans l'avenir, cette distinction, mais vous savez ça mieux que moi, entre adoption plénière et adoption simple, évidemment très, très importante. Mais qu'il y ait adoption, par ailleurs, qu'il y ait adoption conjointe ou adoption de l'enfant du conjoint, ce qui sont les deux enjeux de ce qui est en question actuellement. La filiation légale a reproduit jusqu'ici, analogiquement, la structure traditionnelle de la procréation, c'est-à-dire une structure asymétrique et hétérogène. Elle a gardé le schéma, ce schéma ou structure qui était celui de l'engendrement bisexué. Et c'est bien là ce qui est en question et qui mérite d'être discuté, qui peut-être doit être transformé. Mais ce que je voulais souligner, c'est que ce modèle n'est ni logique ni mathématique. Ce n'est pas 1 plus 1, ce n'est pas 2 pour 2. C'est un modèle biologique et par conséquent qualitatif. C'est hommes et femmes. Parce que ces deux catégories, qui n'ont de sens principal finalement que dans la procréation, ne sont pas interchangeables. Et c'est la seule raison, me semble-t-il, en tout cas j'en ai pas trouvé d'autre, pour laquelle les parents sont deux et forment un couple qui n'est pas, comme on le dit depuis 10 ans, un couple hétérosexuel, qui est un couple mixte. Or, il faut bien reconnaître que ce schéma serait remis en cause
par l'adoption conjointe par deux parents de même sexe ou par l'adoption plénière de l'enfant du conjoint au sein d'un couple de même sexe. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je fais une parenthèse. Ce genre de réflexion, de questions que je me pose n'a évidemment rien à voir avec une idée quelconque de compétence ou de capacité des parents ou des personnes à élever, à aimer des enfants. Ça ne me paraît même une question absolument déplacée qui serait injurieuse. Donc je parle vraiment uniquement de la question de la structure de la filiation, et il faudrait laisser pour d'autres considérations la psychologie des enfants, mais certainement pas la capacité des parents, potentiels ou réels. Pour revenir à l'adoption de l'enfant du conjoint, il semble qu'elle ait été prévue principalement dans le cadre du mariage classique, essentiellement pour donner un père à un enfant qui n'en avait pas. Le cas inverse étant naturellement fort rare. Chaque fois qu'on étudie ces questions, on retombe sur la question de la dissymétrie de fait entre dans la procréation. Mais dans tous les cas, on peut souligner que jamais le père ou la mère ne se remplacent l'un l'autre. En revanche, dans le cadre du mariage, disons, homosexué, la structure de la filiation change. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, par exemple, ajoute une mère à une mère ou un père à un père, le deuxième parent de même sexe que le premier, prenant la place du père manquant ou de la mère manquante, si on se fie à la structure traditionnelle, bien sûr. Je remarquerai que les homosexuels sont très loin de vouloir tous instituer cette nouvelle structure ou ce nouveau modèle, comme en témoigne paradoxalement le livre d'Éric Dubreuil, qui est un peu mal nommé « Deux parents du même sexe », parce qu'en lisant ce livre, je me suis aperçue qu'une bonne partie, plus de la moitié des témoins, hommes ou femmes, n'étaient pas sur ce schéma. Je cite juste en passant, je n'ai pas pensé une seconde, dit Marc, que je pourrais avoir un enfant sans mère. Donc, il pratique une coparentalité ou, quelquefois, vous avez évidemment une bisexualité ou un partenaire qui accepte d'être la mère ou le père. Ou Camille, qui refuse, dit-elle, le déni de père et qui ne veut pas, je cite, faire l'impasse sur le père. Donc, ce vieux schéma continue, ce schéma classique continue de jouer. Le cas de l'adoption, par les célibataires, qui a été, semble-t-il, admis après la guerre en raison, je ne sais plus quelle guerre d'ailleurs, sûrement, c'est ce que la guerre de 14, ou, sûrement, hein, admis après la Grande Guerre en raison du grand nombre d'orphelins, ne change peut-être pas radicalement, autant qu'il y paraît, le schéma dont je viens de parler. Car le parent célibataire est père ou mère. Il n'est pas neutre, il n'est pas indifférent. Cette monoparentalité adoptive résulte d'une situation de fait qui est accidentelle, enfant orphelin, enfant abandonné. Elle ressemble alors à celle qui résulte d'une autre situation de fait, qui est la famille monoparentale naturelle, par exemple, et le plus souvent et massivement, le cas d'une mère célibataire, lorsque le père géniteur, soit il est inconnu, soit il n'a pas assumé sa responsabilité, soit même il ignore qu'il a été père, cette ignorance étant très singulière de la paternité et indiquant bien aussi la symétrie dans la réalité de la procréation, c'est qu'on peut très bien, il y a plein de films là-dessus, on peut très bien ignorer qu'on est père, alors que selon la définition, en tout cas fondamentale, on n'ignore pas que l'on est mère, au premier sens du terme. Cette situation de fait, donc, existe précisément en raison de la dissymétrie dont je viens de parler. Mais ça ne résulte pas d'un abandon a priori du modèle général de la filiation et les deux côtés restent possibles, père et mère, sans être au fond ni équivalent ni permutable. En revanche, l'adoption plénière de l'enfant par un couple de même sexe ou de l'enfant du conjoint institue quelque chose de très nouveau
qu'on a appelé l'homoparentalité, c'est-à-dire un schéma qui remplace le vieux schéma par celui de deux parents de même sexe. En ce sens, il me semble que ceci créerait ou crée un nouveau régime de filiation et donc un double régime de filiation. L'un qui repose ou continuerait de reposer sur la procréation et sur sa structure, et l'autre qui reposerait plus essentiellement, c'est ce que disent en tout cas beaucoup des théoriciens de l'homoparentalité, qui reposerait essentiellement sur la volonté. Et sur la volonté de deux personnes de même sexe qui veulent construire, en quelque sorte, un couple parental qui ne comprennent pas, pour ne pas dire exclus, le parent de l'autre sexe, même si, dans les faits, il est nécessaire de recourir à des suppléants anonymes, par exemple, dans le cadre de la PMA, pour donner naissance à l'enfant. Un projet donc de ce type d'homoparentalité posera, je n'ai pas le temps de l'aborder maintenant, je vais juste aborder mon dernier point, posera évidemment dans l'avenir la question du rôle de la médecine procréative et du rôle de l'assistance médicale à la procréation, qui jusqu'à présent était inscrite dans la thérapie de l'infertilité et qui, dans le cas de l'homoparentalité, évidemment prendrait un tout autre statut et répondrait à une toute autre exigence, un autre modèle en tout cas. Sur ce nouveau principe de filiation, ce sera mon dernier point, sur ce nouveau principe de filiation, je note que la ministre de la Famille, Madame Bertinotti, parle aujourd'hui de filiation homosexuelle et de filiation hétérosexuelle, et non plus de filiation paternelle et maternelle. On parle aussi, depuis un certain temps, de parents lesbiens et de parents gays, et non plus de la corrélation père-mère ou paternité-maternité. Comme le montre ce langage, le couple père-mère est donc remplacé par le couple homosexuel, deux hommes, deux femmes. Ce n'est plus le sexe qui fait le parent, père ou mère, c'est la sexualité. C'est une question que j'avais posée il y a déjà pas mal de temps en travaillant sur la théorie des genres et en voyant que c'était ça la proposition de la théorie des genres. C'est pourquoi, donc, si ce n'est plus le sexe qui fait le parent, mais la sexualité, ça voudrait dire qu'on est mère en fonction de sa sexualité et non pas parce qu'on est une femme. Et c'est pourquoi cette conception conduit par ricochet à définir sans arrêt aujourd'hui le couple parental masculin-féminin comme hétérosexuel et non pas comme mixte. La question se pose alors de savoir si, dans le droit civil, la sexualité peut ou doit remplacer le sexe et si l'on ne serait pas conduit alors à définir désormais la personne, au moins la personne des parents, en fonction de son orientation sexuelle et non plus en fonction de son sexe. Ça pose des questions finalement assez profondes. Ce ne seraient plus les hommes et des femmes, mais des homosexuels et des hétérosexuels qui seraient parents, des homoparents ou des hétéroparents. Or, on peut constater que beaucoup d'homosexuels qui ont eu des enfants dans leur vie avec un ou une partenaire de l'autre sexe ne se sont jamais pensés comme homoparents. Ils étaient des hommes, pères, et la sexualité, il me semble, vient s'ajouter au sexe, la diversité des sexualités, qui peut même changer pendant la vie, ça se voit. C'est ce qui fait que des gens ont pu avoir des enfants dans un premier moment de leur vie, et puis en changeant, alors ils ont ces enfants, et puis ils forment éventuellement un couple homosexuel. Donc la notion de être homo-parent pose tout de même des questions à la fois psychologiques et juridiques assez complexes. En tout cas, le mariage tout seul
ne conduit pas nécessairement à ces nouvelles catégories et identifications, puisqu'il suffit de parler, dans ce cas, d'union de deux personnes, quel que soit leur sexe. Alors que le principe de l'homoparentalité conduit, et son langage constant le montre, à cette division. Il me semble au contraire, et c'est le sens de ma réflexion par ailleurs sur les sexes et les genres, il me semble que l'orientation sexuelle ne supprime pas et n'abolit pas la distinction de sexe, sauf évidemment si on tend à instaurer et à considérer comme une sorte de fondement la théorie queer du genre, à savoir remplacer l'identification de sexe par l'identification sexuelle. Il me semble ainsi que la filiation homoparentale introduit un conflit entre deux régimes ou deux fondements de l'établissement de la filiation, la procréation d'une part, avec sa structure non symétrique pour la filiation, et la volonté valable maintenant pour les deux sexes. Remarque pour finir sur les conséquences et les attendus de ce fondement sur la volonté. La construction de la parenté sur la volonté, elle s'inspire, me semble-t-il, de deux modèles. Le premier modèle, c'est la paternité traditionnelle, qui, pour une part, est évidemment volontaire, la notion de reconnaissance. Et elle s'inspire, d'autre part, de la notion de parents d'intention, construite en Californie par un jugement de la Cour à propos d'un conflit engendré par une maternité pour autrui. Et c'est la notion de parent intentionnel a été créée à ce propos, les deux parents ayant fait appel à une mère porteuse, le père ayant été le géniteur de l'enfant, la mère avait peut-être donné ses ovocytes, et ayant fait appel à une mère porteuse. À la suite du conflit, la Cour a appelé parents intentionnels les parents qui avaient fait recours à la mère porteuse. Si bien qu'il m'a semblé que cette notion de parent intentionnel, assez originale finalement, n'était pas antérieure au problème de la PMA ou de la GPA, mais était bel et bien une conséquence, et que lorsqu'on invoque cette notion de parent intentionnel, on est déjà pris d'une certaine manière dans cette logique et cette construction biotechnologique. La construction de la parenté sur la volonté, donc je disais, est inspirée aussi par le modèle masculin de la procréation et de la filiation. Je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais la paternité est un titre, alors que traditionnellement la maternité, à travers la grossesse et l'accouchement, renvoie à un état, d'une certaine manière, et à un fait. C'est pourquoi d'ailleurs dans le droit, je fais beaucoup de raccourcis, vous m'en excuserez, mais une femme, si je ne me trompe pas, ne peut pas reconnaître l'enfant porté et mis au monde par une autre, mais seulement l'adopter. On peut dire comme ça. L'adoption plénière par une femme de l'enfant de son épouse ferait ainsi coexister deux maternités entièrement légitimes et plénières d'une certaine façon. Et par conséquent, elle détacherait la maternité de l'accouchement. C'est une conséquence importante, me semble-t-il, par rapport au droit tel qu'il est établi actuellement. Ce détachement de la maternité et de l'accouchement est d'ailleurs l'objet récurrent d'une demande explicite des partisans de l'homoparentalité. Ça fait longtemps que la question a été posée. Or, ce qui me paraît inquiétant dans cette demande, dans ce détachement de la maternité de l'accouchement, c'est qu'il pourrait secondairement ouvrir la voie à l'usage de mères porteuses pour les couples mixtes aussi bien que pour les couples gays. Le minimum de prudence serait peut-être alors de garder pour la filiation de tous les enfants le principe selon lequel, principe minimal, père et mère ne sont pas interchangeables, mais là, effectivement, on ne peut plus accumuler les pères et les mères, on peut simplement additionner des parents, plus des parents qui peuvent être des parents par adoption simple, plus des beaux-parents.
avec éventuellement des délégations d'autorité parentale, ce qui mettrait à égalité toutes les familles recomposées. Donc, de ne pas confondre les parents et les beaux-parents et aussi de limiter, dans certains cas, l'adoption de l'enfant du conjoint, au moins à sa forme simple et non plénière. Je m'arrêterai là parce que je crois que j'ai été un petit peu trop longue. Non. Merci. Je voulais vous remercier très sincèrement, Madame Sylviane Agacinski, pour votre exposé qui est d'une grande clarté, parce que nous entendons beaucoup d'exposés. Moi, je dois dire que nous comprenons très bien, même si nous ne sommes pas des spécialistes de philosophie ou de droit ou de psychanalyse, nous sommes simplement des législateurs, mais c'est déjà beaucoup. Donc c'est très agréable de bien comprendre votre pensée. Ben, du moins, j'espère que nous avons compris. C'est ce que nous allons voir immédiatement, en donnant la parole à monsieur le rapporteur, Jean-Pierre Michel. Moi, je vais être très bref, je partage ce que dit Jean-Pierre Sueur, et je constate, Madame Agacinski, que votre pensée a évolué, disons, depuis une quinzaine d'années, notamment sur le couple. Ensuite, sur la filiation, moins. Mais la maternité, aujourd'hui, elle est déjà détachée de l'accouchement, puisque la gestation pour autrui existe. Elle est interdite en France, bon. Elle est permise ailleurs, dans des pays qui ne sont pas exotiques, comme la Grande-Bretagne ou la Belgique, par exemple. Elle regrette, bon. Et donc elle se pratique. Bon, elle se pratique illégalement, mais elle se pratique. D'autre part, on sait très bien qu'il existe actuellement des expériences. Je ne sais pas si elles se font sur les humains, mais je pense que si, peut-être pas en France, de maternité extra-utéro. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Sans accouchement. En dehors du corps. En dehors du corps. C'est-à-dire par utérus artificiel? Oui, ou dans une couveuse, dans une boîte, je ne sais pas. Non, j'ai posé la question à plusieurs médecins, à plusieurs scientifiques. Et on me dit... Non, c'est pour l'instant, en tout cas, peut-être vous pouvez souhaiter ça. Non, je ne souhaite pas. Mais, Henri Atlan a écrit là-dessus un livre intéressant sur sur l'utérus artificiel, en disant peut-être dans 50 ans ce serait concevable. Beaucoup de scientifiques disent que non, dans la mesure où l'échange entre l'embryon et le corps de la mère est justement un échange avec le corps total, avec toutes les hormones, avec le cerveau, avec le système, enfin un ensemble d'échanges qui passent par le cordon ombilical, qui est tellement complexe et qui engage tellement la totalité de la vie de la mère que l'utérus n'est évidemment pas juste une poche avec quelque chose dedans qui permet à l'embryon de se développer. Donc, scientifiquement, on ne voit pas, d'ailleurs on voit qu'un embryon mis dans un contexte, dans un milieu artificiel, ne peut jamais, ni pour les animaux, ni pour les humains, on n'a pas essayé sur les humains, ni pour les mammifères en tout cas, ne peut jamais se développer au-delà, je crois, de quelques jours ou quelques semaines. Et on ne peut pas plus. Bon. De même, les couveuses, par exemple, ne peuvent fonctionner que si l'enfant a déjà atteint. C'est vrai qu'on a fait des progrès fabuleux dans ce domaine, mais il faut qu'il ait atteint au moins 6 mois ou quelque chose, 5 mois et demi, quelque chose comme ça. Pardon, bon, en tout cas, écoutez, ça nous éloigne d'un monde à la Huxley qui n'est pas toujours très convivial. Enfin, mais ça, c'est une parenthèse tout à fait personnelle que je me permets de faire. Mon questionnement, et je crois que Michel Meunier le rejoindra, c'est pour dire, parce que je vois les questions qu'elle pose ou les interrogations qu'elle a, c'est qu'il y a aujourd'hui des réalités. Alors on peut être pour, on peut être contre, mais elles sont là. Si le législateur ne fait rien, ces réalités seront encore plus extravagantes qu'elles ne le sont aujourd'hui, et illégales. Sur la GPA, par exemple, on ne parlait que de ça, qui pour l'instant n'est pas pour demain, peut-être. On voit qu'aujourd'hui, en France, des mères portent pour leurs filles, ce qui est absolument
bon, je crois que c'est le pire de tout. Bon, donc, ça paraît rarissime. Hein. Mais il paraît que ça existe. J'ai connu le cas, il y a un très bon documentaire qui a été fait dans les années 80 sur le cas de 2 sœurs et qui laisse assez perplexe et qui est assez émouvant. Mais il est évident que ça se passait d'ailleurs dans une ferme, dans une campagne française, où l'une des 2 sœurs ayant déjà 2 enfants avait, dans la plus grande discrétion, donné un enfant, si je puis dire d'ailleurs, à sa sœur. Et c'était effectivement très, très émouvant et c'était la garantie absolue de la non-marchandisation puisque c'était pour la sœur et dans un commun accord. Mais si on réfléchit du point de vue de la loi, et si on se dit, la loi devrait-elle cadrer ça? À quoi on aboutit? On aboutit à l'idée qu'on va instaurer le principe, en quelque sorte, qu'une sœur peut faire un enfant pour sa sœur, et que donc on va placer les sœurs en général, je résume, en situation d'être légalement celle qui va pouvoir dire oui ou non à la demande d'enfant de sa sœur, dans les circonstances où la sœur n'a pas d'utérus ou ne peut pas enfanter. C'est énorme. C'est énorme, surtout si l'on sait qu'il s'agit à ce moment-là d'une sorte d'inceste du second type, comme dit Françoise Héritier. La loi ne peut pas encadrer ça, pas non plus, encore moins, enfin pas, ni plus ni moins, pour une mère et sa fille. Que ça arrive et que ce soit de l'ordre du fait, c'est une chose. Que ce fait puisse être institué par la loi avec les conséquences de légitimation que ça implique et de demande interrelationnelle, c'est une toute autre question. Si la loi suivait toujours ce qui se produit, alors ça aurait des conséquences bien inquiétantes. Mais je laisse cette question de la famille, si vous voulez. Je vous remercie de cette parole. Je me permets de dire juste un mot. Je suis en effet tout à fait d'accord avec vous parce qu'on entend beaucoup l'argument suivant. Il y a une réalité qui existe en France ou une réalité qui existe ailleurs, dans tel ou tel pays. Et même, il y a une législation qui existe ailleurs, dans tel ou tel pays. Par conséquent, les choses étant ainsi, on ne peut que légiférer par rapport à la situation qui existe. Moi, je dis que si c'est ça, si on suit, je ne partage absolument pas cet argument qui est pourtant récurrent. Parce que dans ce cas, il faut fermer cette maison. Parce qu'il suffirait qu'il y ait une loi, qu'il y ait une réalité quelque part, ou qu'il y ait une loi quelque part, pour qu'elle s'applique de rechef aux législateurs que nous sommes. Nous sommes là pour statuer sur la loi française par rapport aux principes qui sont les nôtres ou que nous allons définir. Mais il ne peut pas y avoir des choses qui s'imposent de telle manière, puisque c'est comme ça, il faut légiférer. Dans ce cas, il faut fermer l'établissement. Et je trouve que ce serait fâcheux. Excusez-moi tous, parce que j'ai tort. La parole à Michel Meunier, sauf que la loi peut interdire certaines choses. Bien sûr. Oui. Interdire certaines choses. Mais je suis un peu inquiète parce que je voulais peut-être on va continuer, peut-être demander ce qu'on va faire, parce qu'on a un problème d'horaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la parole à Madame Michel Meunier, rapporteure, et aussi à celles et ceux qui vont vouloir le prendre dans la salle. Et si vous êtes d'accord, vous pourriez faire une réponse globale. Je crois que c'est mieux ainsi, parce que sinon, on va engendrer des frustrations. D'accord? Il ne faut jamais, je vois que Madame Prince me soutient. Madame Meunier, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Donc très rapidement, parce que Madame Agazinski a dit des choses prenant en compte l'évolution des familles, en fin de compte, puisque vous nous avez parlé des familles recomposées, des familles monoparentales, des familles adoptives, bien sûr, et puis des familles homoparentales, parce qu'elles existent déjà. Les enfants autour de nous, on en connaît, vivent avec deux femmes ou vivent avec deux hommes, grandissent et parfois d'ailleurs maintenant sont presque adultes eux-mêmes. Mais sans d'ailleurs vous employez le mot vivre comme synonyme de famille. Ils vivent dans leur famille, ils sont éduqués et élevés dans leur famille. C'est de la recomposition, c'est pas de l'homoparentalité intrinsèquement. Ils ont deux parents qui s'aiment et deux parents qui s'aiment, deux parents du même sexe. Voilà, donc ça on en connaît et je pense que beaucoup ici. Donc moi j'entends bien tout ce que vous dites, mais alors justement pour prendre en compte
ce fait, et pour faire en sorte que tous les enfants soient, comme à égalité et sécurisés de la même manière, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le cadre de loi qui pourrait venir en réponse, si ce n'est pas par le mariage et l'adoption de l'enfant du conjoint? Quelle pourrait être l'issue pour qu'il y ait égalité entre tous les enfants ici dans notre République? Bien. Merci, Michel Meunier. Qui souhaite la parole? Monsieur Delège. Oui, il y a un argument qui revient souvent, effectivement, s'ils s'aiment. Moi, je ne suis pas un fin juriste, mais je suis maire de ma commune, il m'arrive de célébrer des mariages. Je n'ai vu nulle part dans le Code civil, ni dans les articles que nous lisons le jour du mariage civil, une référence à l'amour. Et donc, je voudrais avoir l'avis de quelques-uns ici. Au fond, si l'argument c'est l'amour, ne faut-il pas envisager un dispositif demandant à l'officier d'état civil de vérifier la réalité de l'amour? Et par conséquent, monsieur le rapporteur, que diriez-vous d'un amendement qui proposerait que l'officier d'état civil puisse vérifier la matérialité de cet amour? Oui, merci Monsieur Delège. Le Conseil constitutionnel ayant demandé que la loi soit intelligible, il faudrait déjà que vous proposiez une définition de l'amour. Mais je pense que vous y parviendrez. Alors maintenant, qui veut la parole? Personne ne veut dire quelques mots, Madame Gillot? Non, Madame Benbassa, vous n'avez rien à dire? Ça m'étonne de vous. Ne la provoque pas, je t'en prie. Monsieur Darniche? Non, Madame Nicole Bonnefoy? Oui, Madame Blondin, Madame Génisson et Madame Benbassa. Comme ça, tous ceux qui regardent la télévision verront que vous êtes là. Oui, c'est important, c'est sympathique. Mais non, c'est moi qui prends l'entière responsabilité de mes propos. Hein. Mais je vous remercie d'être si fidèle à ces travaux, parce que c'est quand même des dizaines d'heures d'audition auxquelles nous procédons. Bien, alors, je crois, Madame Sylviane Agacinski, que d'abord nos deux rapporteurs ont parlé avec éloquence, c'est la vérité, que Monsieur Delège également, que votre propos initial était tellement lumineux et clair qu'on a, je crois, on a eu le sentiment de comprendre votre pensée, si bien que c'est pour la raison pour laquelle je vais vous donner tout de suite la parole. Il faudrait revenir, évidemment, je voudrais terminer par là, sur la question de la GPA. Vous savez que c'est celle qui me paraît la plus grave. Et cette pratique, même si elle est pratiquée ailleurs, de différentes façons, elle me paraît absolument intolérable et incompatible avec le droit français, avec ses principes. Alors, s'il y renonce à ses principes, c'est une autre question. On en dira peut-être quelques mots après. Sur le fait et la solution pour les familles qui existent. Alors, du point de vue linguistique, ces familles qui existent, encore une fois, on ne peut pas les assimiler à des familles homoparentales comme si la famille homoparentale était déjà instituée. Mais ce sont des familles de fait, vous avez raison, comme les familles recomposées, par exemple, ou non pas comme les familles recomposées qui... comment dire, dans le cas qui peuvent être différentes. Mais ces familles de fait, elles font vivre ensemble, effectivement, des parents qui peut-être ont eu des enfants en dehors de cette union-là, mais qui, de fait, les élèvent ensemble. Et ça, c'est vrai, et je n'ai pas changé là-dessus. J'ai toujours pensé que... c'était très important, l'éducation, et qu'il était bien qu'il y ait un statut, mais pour l'instant, ce statut me semblait tout à fait comparable à celui de beaux-parents, la seule question étant probablement que ce beau-parent puisse accomplir un certain nombre d'actes. Et j'ai l'impression que la délégation partielle d'autorité parentale permet tout.
Moi, j'ai vécu moi-même dans une famille recomposée. Enfin, j'en connais un certain nombre. Je n'ai jamais vu de problème majeur posé par la responsabilité accordée aux beaux-parents. Et je crois qu'elle pourrait être renforcée. Elle pourrait être renforcée sans peut-être aller trop loin. Mais là, je ne m'aventurerai pas trop parce que tout de même, j'ai insisté sur l'instabilité des couples. Alors, j'ai peut-être l'air très pessimiste, mais dans les générations actuelles, c'est flagrant. Je veux dire, regardons autour de nous. Est-ce qu'il y a une raison pour supposer qu'un couple de même sexe serait moins instable qu'un autre? J'en suis pas sûre. Bon. Et donc, est-ce qu'on ne risquerait pas d'accumuler, d'une certaine manière, des beaux-parents qui auraient tous des droits? Enfin, c'est une difficulté. Mais là, le statut de beaux-parents semble me mettre tout le monde à égalité, effectivement. Je ne réponds pas peut-être à toutes les questions que ça pose. Sur l'amour, effectivement... effectivement, l'amour n'a jamais eu de conséquences juridiques, quelles qu'elles soient. On appelait même jadis, si je me souviens bien, enfants de l'amour, les enfants qui étaient nés hors mariage. Donc, ce n'est pas un fondement. Mais en même temps, la réalité des couples, Madame l'évoquait tout à l'heure, la réalité des couples, malgré tout, elle repose aussi sur l'amour. Donc, il y a quelque chose de réel dans les couples qui s'aiment. Et c'est pourquoi j'étais favorable au mariage dit pour tous, dans la mesure où ça implique une reconnaissance de la légitimité et de cet amour.